Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des biais cognitifs et vous le savez, c'est déjà un sujet qu'on a traité à plusieurs reprises avec Théo sur cette chaîne et on voulait dans cette vidéo accentuer nos propos sur un biais cognitif, sur lequel il faut vraiment que vous soyez le plus vigilant possible si jamais vous décidez d'investir notamment, sur le marché des cryptomonnaies. Alors il y a plein de biais, différents et sur lesquels en effet il va falloir que vous soyez vigilant, mais il y en a un particulièrement qui est, notamment le biais de, confirmation et qui est accentué très fortement aujourd'hui avec l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, YouTube, etc., et qui peuvent vous amener à prendre des mauvaises décisions. Bien évidemment, dans cette vidéo, on ne va pas être amené à parler des autres biais cognitifs qui peuvent être aussi dangereux hein, pour vos investissements en crypto. Il y en avait certains qu'on avait déjà évoqués, notamment celui de la mémoire sélective, de l'autodénigrement. Il va y avoir la version au risque, il va y avoir aussi le coût irrécupérable. C'est un autre biais cognitif que j'avais évoqué sur une vidéo sur YouTube. Il y a le biais d'ancrage, il y a également la segmentation mentale, l'effet de formulation, le comportement moutonnier. Bon, voilà, il y a plein de biais cognitifs différents. Et il y a d'ailleurs un livre très intéressant qui a été écrit par Charlie Munger qui répertorie de manière, on va dire, assez ludique les différents biais cognitifs qui sont liés à l'investisseur, alors plutôt sur les marchés financiers traditionnels, mais qui les explique vraiment d'une très bonne manière avec plein d'exemples différents et de voir comment justement on peut reconnaître ces différents biais cognitifs, comment on peut s'en prémunir et s'en protéger pour éviter de tomber dedans, parce que la plupart du temps, quand c'est pas utilisé correctement, pas forcément à des fins marketing ou autres, mais on va dire quand on le subit, souvent dans l'investissement, c'est quand même plutôt une mauvaise chose. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Théo, en tout cas, déjà, peut-être pour commencer sur le côté du biais de confirmation avec les problématiques qu'on a sur les réseaux sociaux aujourd'hui et comment tu pourrais potentiellement t'en prémunir, comment toi tu fais à titre personnel pour pouvoir t'en prémunir quand tu investis sur le domaine crypto, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux, il faut faire super gaffe. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je répète aussi, sur ma chaîne, mais c'est vraiment, surtout au début, quand tu commences, pas prendre tes infos là-dessus. C'est vraiment pour prendre la température de la communauté, voir, au niveau de prendre des décisions d'investissement, pourquoi pas, aller voir, quelle tête a la communauté, déjà s'il y a des gens, si le projet est suivi ou pas, si les gens sont plutôt bienveillants, qui essaient d'aider les débutants ou si au contraire c'est plutôt malveillant. Si voilà, il y a des communautés, tu te connectes, mais franchement, ça fait peur, quoi. Il y a des gens, bon, ça se cache de partout, il n'y a rien de constructif, il y a même des trucs où c'est carrément bon, obscène, on va dire, pour dire proprement. Mais c'est vrai, du coup, surtout au début, pas aller là-dessus parce que voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Et souvent, les schémas narratifs ou ce qui est proposé, c'est pas toujours très, très qualitatif, tu sais pas trop où ils ont été piochés, il y a des liens de partout. Et c'est vrai que les informations sont pas toujours de qualité. Même si encore une fois, ça a son rôle à jouer pour évaluer un projet, voir quelle tête à la communauté, voir ce qui se dit, voir comment est-ce que les gens portent le projet, est-ce qu'ils le défendent, est-ce qu'ils vont être là pour participer à la hype, et tout ça, c'est important de le savoir. Mais c'est vrai que du coup, tu t'enfermes un petit peu dans ce biais de confirmation où une fois que tu as trouvé un schéma narratif qui te plaît aussi, parce que des trucs, tu vas dire non, mais ça, j'y crois pas, ça me plaît pas, mais il y a des trucs, tu vas les voir passer, des modèles avec des gens qui t'expliquent que ça peut potentiellement faire ça, parce qu'après, il va y avoir un petit overshoot, qu'historiquement, le modèle a fait ça, et du coup, c'est quelque chose qui toi, te paraît valable, et tu dis, ah ben oui, j'ai envie d'y croire, enfin, ou tu dis, ben moi, ça m'arrange bien, souvent aussi, parce que soit tu as déjà une position, soit tu sais que tu vas pouvoir rentrer, soit que ce scénario-là t'arrange bien, d'un côté, ça t'arrange bien d'y croire, parce que éventuellement, et forcément, ça t'est plutôt favorable. Donc, du coup, c'est quelque chose, en général, ça mise, parce qu'il y a aussi le côté où tu vas voir des choses, tu vas pas le croire, mais c'est vrai que un scénario ou une idée ou une possibilité qui cadre bien avec tes projets, avec ce que tu as pensé toi, ce que tu as pu découvrir jusqu'à présent, tu vas avoir envie de creuser dedans. Et du coup, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. L'algorithme, il est fait pour te proposer uniquement ce que tu as envie de voir, uniquement ce que tu crois. Donc, du coup, une fois qu'il a compris que tu aimais bien ça, que tu aimais bien ce genre de contenu et que tu avais tendance à y rester plus longtemps, c'est ce qu'il va te proposer. Et c'est là, du coup, tu rentres dans le danger de, de voir toujours le même type de contenu et au final mettre des œillères voilà, comme un âne et du coup te couper de toutes les opportunités et les autres informations qui seraient valables pour peut-être réduire un petit peu ou euh, temporiser ton idée sur le projet, te dire ouais non mais ok il y a des choses qui vont très bien effectivement, il y a des très bons points positifs, mais il y a quand même des points négatifs qui peut-être demandent une approche un peu plus modérée et prendre des précautions
pas faire du all-in, prendre des plus-values assez tôt parce que c'est quand même assez risqué, même s'il y a du potentiel. Enfin, il y a pas rester impliqué à 100%. Et c'est vrai qu'on a vite tendance aussi dans certaines communautés à dire Diamond Hand, all-in, on est tous ensemble, on garde le coin, on va pas vendre. Et souvent, c'est ces communautés-là où personne personne fait ce qu'ils écrivent, quoi. Ils ont toujours une idée derrière la tête, soit ils ont un bag à dumper, soit il y a ce côté-là. Et du coup, c'est pour éviter ça, mais déjà croiser les sources d'information, sources d'information de qualité. Donc, même si là encore, ça peut être difficile des fois parce que même les journaux de qualité, je pense, je sais pas, comme Télégraphe, il y a des articles sponsorisés. Donc, des fois, les projets, ils payent pour passer sur les journaux. Donc, des fois, c'est pas toujours objectif non plus ce qu'ils proposent. Mais dans tous les cas, croiser une information, quand vous découvrez une information qui vous plaît bien, essayez d'aller voir sur d'autres sites et si possible de qualité, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais où vous pouvez piocher l'info parce que des fois, c'est pas simple aussi, faut le reconnaître. Mais dans tous les cas, croiser les sources d'information et le plus objectif et le plus de qualitatif possible pour voir si ça se regroupe à peu près ou si la première fois que vous avez vu elle est un peu biaisée ou vous vous dites ouais il y a un truc qui me plaît moyen. Et après ouais si possible, et c'est vrai que ça c'est un peu plus dur à faire, aller voir des anti du projet. Tu vois, il y a toujours les Bitcoin Maxi, il y en a toujours qui sont anti. Et c'est vrai que des fois, c'est assez compliqué, surtout si on est déjà investi dans le projet financièrement ou émotionnellement, ou si on a une certaine attache, d'aller voir du contenu complètement radical. Après, encore une fois, du contenu opposé, on va dire, mais de qualité. Donc, c'est des mecs qui clashent sans rien apporter. Ouais, si c'est pas constructif, c'est pas intéressant. Mais des fois, moi, je me suis surpris, surtout au début, des fois sur Bitcoin, ou quand tu commences la crypto, Bitcoin, tu dis des trucs, c'est machin, Satoshi Nakamoto, et des fois, t'écoutes des anti-Bitcoin, et tu dis, ah ouais, j'y avais pas pensé, tu vois. Des trucs, mais construits où le mec, ils évoquent, je sais pas, qu'il y a eu des bugs d'inflation, que potentiellement, il y a des choses qui pourraient changer dans le code, que les 21 millions, théoriquement, c'est possible, mais il y aurait moyen potentiellement de le changer s'il se passe ça, et du coup, c'est pas forcément totalement gravé dans la pierre. Et certaines choses, aussi, quand c'est constructif et quand les mecs ils ont quelque chose à apporter en face, qu'ils ont vraiment la compétence, qu'ils y connaissent en plus plus que toi, qu'ils ont leur propre projet parce qu'ils sont forqués, parce qu'ils ont décidé que Bitcoin, il y avait, ou là je prends l'essence de Bitcoin, mais que dans tous les cas ils ont décidé que ce projet pour eux ça valait pas, et ils vont à l'encontre, et du coup ils disent ils ont des bons arguments, mais des fois ça vaut le coup d'aller les écouter, même si c'est pas évident, surtout si on a déjà investi dedans, parce que ça nous fait pas plaisir, parce qu'évidemment on a envie d'entendre que notre projet va faire un fois 100 et qu'on va être riche, mais du coup de s'exposer à ces arguments qui vont à l'encontre de ce qu'on pouvait penser initialement, mais qui sont de qualité constructive. Bon, peut-être qu'on va pas tous les retirer, parce qu'il y en a peut-être qu'on va pouvoir dire ça c'est j'y crois pas, ou j'ai pas envie d'y croire, mais il y en a d'autres, tu vas dire ok, peut-être que là je vais peut-être pas investir tout ce que j'avais prévu, ou je vais peut-être en sortir une partie, ou je vais voir le truc différemment, je vais peut-être sortir plus tôt, et dans tous les cas je serai plus précautionneux par rapport à ce que je vais faire, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis du coup, je pense que pour avoir une vision objective sur un projet, ou du moins pour essayer de jauger au maximum son risque, la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir une vision objective, la plus objective possible, sur les risques potentiels. Si on n'écoute que des personnes qui sont ultra bullish sur un projet et qui vont t'expliquer que Bitcoin, par exemple, ça va devenir la prochaine réserve de valeur mondiale avec l'hyper-bitcoinisation et que ça sera un peu l'étalon Bitcoin, ce qui est proposé sur le livre de Saïd Dinamous, et ça peut être en effet un scénario possible. Tu vois, je ne suis pas en train de jeter la pierre là-dessus, mais néanmoins, est-ce que c'est le seul et unique scénario? Est-ce qu'il n'y a pas un scénario sur lequel justement ça ne se passerait pas comme prévu? Et typiquement, tu en as abordé un qui moi, m'a pas mal parlé aussi quand j'étais débutant, parce que quand tu rentres pour la première fois dans la communauté crypto, maintenant ça fait des années qu'on est dessus, donc on arrive à avoir un œil, on va dire, un peu plus critique que lorsqu'on était débutant. Mais typiquement, l'idée qui est véhiculée par notamment les Bitcoin maximalistes, c'est de dire Bitcoin n'a jamais été hacké, il n'y a jamais eu de problème avec Bitcoin, etc., etc. C'est pas vrai, tu vois. Tu regardes toutes les blockchains aujourd'hui, ce qui est reproché à Ethereum de se dire il y a eu le hack avec The DAO, Bitcoin a eu des problématiques aussi à ses débuts. En 2010, comme tu l'as évoqué, Bitcoin a eu un bug d'inflation, quelqu'un qui a pu minter plusieurs milliards de Bitcoin sortis de nulle part. Ils ont fait un rollback de chain pour corriger le problème. Et justement, ça a été corrigé. C'est un truc qui est arrivé en 2010. En 2017, il y a eu un développeur de Bitcoin Cash qui avait trouvé un bug sur Bitcoin qui permettait, pareil, à n'importe qui de pouvoir minter autant de Bitcoin qu'il le souhaitait, ce qu'on appelle aussi un bug d'inflation. Ça a été patché
et ça a été divulgué avant que ce soit utilisé. Mais est-ce qu'on est à l'abri, étant donné que c'est déjà arrivé 2 fois, est-ce qu'on est à l'abri? Est-ce que ça n'arrive pas par la suite et que là, pour le coup, ça soit utilisé à mauvais escient? Pareil, tu vois, encore une fois, on n'est pas à l'abri. Il y en a toujours qui vont dire oui, mais on va forquer, on va faire en sorte à ce que ces codes-là n'arrivent pas sur les plateformes d'échange. Et je suis d'accord, il y a des solutions aujourd'hui. Il y a des gens qui scrutent la blockchain comme personne et on a des moyens aujourd'hui pour avoir beaucoup plus de possibilités que ce qu'on pouvait avoir en 2010. Mais néanmoins, le risque zéro n'existe pas et je trouve que des fois, il y a un côté, je sais pas comment on peut dire ça, mais un peu très triste, tu vois, d'expliquer des fois des mauvaises informations aux débutants et de dire, bah non, il n'y a jamais eu ça, ou de pas le divulguer, ou de pas le dire. Je trouve qu'il y a une malhonnêteté un peu aussi intellectuelle, surtout de la part des personnes qui sont maxi sur certains points. Et pour autant, même si je suis pas d'accord 100% avec leur point de vue, est-ce que ça veut dire que je ne le comprends pas? Tu vois, c'est pas non plus ça. Tu as des personnes comme Max Kaiser qui sont ultra Bitcoin maxi et qui considèrent typiquement que Ethereum c'est un shitcoin, que c'est un security token, que ça devrait être régulé par la SEC et que Ethereum ne devrait pas exister. Je suis pas d'accord avec son propos. Néanmoins, je comprends aussi d'où ça vient. C'est quelqu'un qui est là depuis 2011, qui a acheté du Bitcoin à 1 dollar, qui avait déjà quand même une certaine réussite dans la finance traditionnelle, qui en a vu passer des shitcoins, hein, des projets qui disaient je vais révolutionner, je vais faire la prochaine blockchain, je vais faire le prochain Bitcoin. Il en a vu. Et je pense que derrière, voilà, on voit pas la crypto à travers son prisme. On a tous notre prisme individuel. Et je trouve que dans la crypto et surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce prisme individuel, il est exacerbé avec ce biais de confirmation parce que les réseaux sociaux vont faire en sorte de nous proposer uniquement du contenu qui va faire en sorte à ce qu'on reste le plus longtemps sur la plateforme, qui va nous inciter à cliquer, à regarder ce genre de contenu. Typiquement, si demain je regarde du contenu sur la Terre est plate, même si je suis absolument pas platiste, je vais commencer à regarder du contenu sur la Terre est plate et puis après YouTube va considérer que je vais apprécier ce genre de contenu, il suffit que je commente et que je like, je vais avoir continuellement du contenu qui va m'être présenté justement par rapport à ce sujet-là. Et derrière, si j'ai pas un esprit critique là-dessus, je vais dire mais punaise, forcément que la Terre est plate, le contenu qu'on me présente, il est lié sur ça. Tout ce que j'ai aujourd'hui comme information, ça corrobore ce que j'avais pensé initialement. Donc, on a l'impression que c'est la réalité parce que c'est la réalité qu'on me propose, mais en fait, ça devient ma réalité, c'est absolument pas la réalité générale. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut croiser les informations, sur le fait quelquefois qu'il faut se faire du mal, parce que ça implique d'aller rechercher du contenu qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir. Et pour peu qu'on soit investi émotionnellement sur un projet, ce qu'il ne faut pas faire non plus, mais on l'est tous plus ou moins, on a tous un peu notre favori ou le projet sur lequel voilà, on se dit punaise, j'ai tellement lu d'informations dessus et je suis tellement bullish dessus que je comprends pas que les gens en fait le voient pas, typiquement ça. Et donc, tu as envie d'être un peu le messie et d'expliquer aux gens pourquoi ils ont tort. Mais je pense que c'est super important de rester humble dans la crypto-monnaie, de recevoir aussi à un moment donné cette claque d'humilité qui te fait comprendre que l'importance et le risque et la dangerosité de ce biais de confirmation. Je ne sais pas si tu l'as vécu un petit peu ça, cette claque d'humilité et qui te fait comprendre et qui te fait prendre conscience à un moment donné bah que oui, la vision que tu as, c'est peut-être pas celle qui est la plus objective possible et que tu te dois de faire attention à rester ouvert d'esprit et de ne pas considérer que les informations que tu as aujourd'hui, c'est immuable et que tu détiens la vérité absolue, quoi. Ouais, bah, carrément, mais justement, en faisant ça et en allant écouter, surtout des personnes qui étaient constructives à l'encontre d'un projet, où c'est là vraiment tu te rends compte, voilà, justement les bugs d'inflation de Bitcoin, tu en as parlé. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas été exposé jusqu'à présent, parce que c'est vrai que tout ce qui est Bitcoin Maxi et même la communauté Bitcoin en général, c'est pas quelque chose qui est bon, ça peut passer sous le tapis. C'est pas quelque chose c'est pas bon d'en parler parce que voilà, c'est pas ça va pas dans le bon sens pour la tour du projet, ou voilà, c'est pas une info très que les gens ont envie d'entendre. Hein, t'as envie d'entendre que ça marche, que c'est immuable, qu'il y aura toujours un million, et pour autant c'est pas forcément vrai. Et j'avais envie de dire aussi qu'il y a un autre biais de confirmation, ça marche dans les deux sens, et c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins subi ou un peu moins répandu dans tous les cas, c'est à l'inverse, c'est-à-dire considérer qu'un projet ça vaut rien, et être du coup dans cette optique, tu as entendu que de toute façon, et ça marche aussi pour les cryptos en général, où les gens ils ont entendu que la crypto ça valait rien, que c'était que de la spéculation, que c'était basé sur rien, qu'il n'y avait pas d'argent à se faire, qu'il y avait que les pigeons qui investissaient. Enfin, voilà, je pense que si vous êtes dans la crypto, vous connaissez tout ça, et du coup, tu es dans l'opposé, c'est-à-dire te dire ce projet ou ce type d'investissement ou ça, grosso modo, c'est de la merde, hein, ça vaut rien, je vais pas allumer de monnaie. Et du coup, tu restes dans là, alors que du coup, si tu étais allé voir
et peut-être l'autre côté de la pièce, hein, pourquoi c'est bien, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des opportunités, est-ce que je pourrais pas en profiter, même si je suis pas obligé de croire à tout, est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'opportunités parce que je me suis mis dans une vision où je considérais que tel projet, ben, de toute façon, ça valait rien, c'était un vieux scam. Ou même la crypto en général, ouais, il y a plein de champs. Et moi, je l'entends, la crypto, c'est un scam, c'est un truc à pigeon. Voilà, les mecs qui investissent dans la crypto, c'est des débiles. Ouais, d'accord, mais est-ce que tu as été creusé un petit peu? Enfin, non, ils ont été exposés à un schéma narratif, souvent les médias généraux ou le grand-oncle qui a entendu que son petit-neveu, il avait perdu de l'argent. Et voilà, c'est tout. C'est leur base leur base de Leur base de raisonnement. Et réflexion. ils sont basés là-dessus. Et tu as cité l'exemple de Max Kaiser, donc lui, qui pour le coup est un super Bitcoin Maxi, mais quelqu'un qui était là depuis le début aussi, qui a vu tout le truc se dérouler devant ses yeux et qui a jamais cru, c'est comment il s'appelle Peter Schiff. Ouais, voilà, c'est ça, Peter Schiff. Ou lui, pour le coup, qui était aussi très early, enfin, il était au courant de la technologie Bitcoin, il y a son fils qui est là-dedans, et le mec, il a suivi ça devant ses yeux, il n'y a jamais cru. Il continue à dire, ça repose sur rien, c'est de la spéculation, ça va aller à zéro. Voilà, il y a plein d'interviews où son truc, ça va aller à zéro, ça va aller à zéro, ça va aller à zéro, donc moi, j'investis pas. Et pour autant, ça fait 10 ans qu'il voit le truc faire des ATH. Il a vu presque les fois 6 millions qui sont passés devant ses yeux et il n'a pas pris le train en route. Et il est passé à côté de gains exceptionnels juste parce qu'il se Il dit voulait dans sa avoir tête, raison. il est convaincu à 5% que ça allait à zéro. Il l'a répété pendant 10 ans et il est passé à côté de gains juste fous parce qu'il a pas voulu croire que ça pourrait marcher et qu'il s'est enfermé là-dedans. Et du coup, il y avait aussi cet autre côté de la pièce où c'est vrai que pour le coup, il y a plus la confirmation de dire oui, le projet est bien, ça va marcher et tout, et tu parles là-dedans, mais aussi l'autre côté où ta première approche avec un projet ou la première écho ou ressenti ou information que tu as par rapport à ce projet, ça vient d'un côté négatif, quelqu'un qui crache dessus, hein, voilà, je veux le dire, qui dit voilà, c'est ce projet, moi j'y crois pas, c'est un scam et tout, et du coup tu dis ah ben voilà, ok, je prends ça, tac, je mets, ok, ce projet égale scam. Est-ce que tu as été creusé? Est-ce que peut-être, alors je dis pas, ça peut être le cas, et souvent, ça peut être des informations valables, il faut aller creuser. Mais des fois, je pense aussi, il y a des mecs qui sont pas forcément formés, et des fois, ça va arriver, tu vois, des projets où tu vois, tu vas passer sur Twitter, sur des groupes, voilà, sur Reddit, et ta première truc, parce qu'il y a tellement de projets, tu peux pas tout connaître, c'est un commentaire négatif, du coup, tu pars avec un mauvais a priori, et puis tu penses pas, tu penses plus trop, et puis 6 mois après, un an après, tu retrouves le même projet, tu dis, au final, ça se développe, il y a des trucs, tu vois, qu'est-ce que c'est, tu vas voir, et tu te dis, mais au final, tu vois, les mecs, C'était tu vois, peut-être pas un conneries, tu scam. vois. Conneries, j'aurais peut-être dû m'y intéresser, tu vois. Et du coup, ça marche aussi dans l'autre sens, tu vois. C'est ce que je voulais rajouter. Bah, c'est le côté contrarien, tu vois, c'est un peu le truc qu'on évoquait ensemble. Être contrarien dans la crypto, puis même dans l'investissement de manière générale, c'est très compliqué. Quand il y a un consensus, comme on avait pu le voir lors du précédent bull run, quand tout le monde disait Bitcoin est à 100K, etc., tout le monde était là-dedans, et on le sait, il y a plein de bouquins qui ont été écrits dessus, et on le voit d'un point de vue historique. Quand il y a un consensus sur quelque chose, c'est rarement cette chose-là qui va arriver. C'est souvent même l'inverse. Là, pour le Bitcoin à 100K, c'était ça. Là, il y a un consensus global qu'on est en train de voir. Et c'est vrai que j'essaie de remettre en cause cette manière de réfléchir, cette manière de voir les choses, par exemple sur l'arrivée d'une récession, sur le pivot de la Fed. On sait qu'historiquement, le pivot de la Fed, c'est lorsqu'on a une augmentation des taux d'intérêt et qu'on va baisser les taux d'intérêt. Historiquement parlant, ce qu'on remarque, c'est lorsqu'on a justement ce pivot qui arrive et qu'on a une baisse des taux d'intérêt, ça s'ensuit par un crack important sur les marchés financiers, notamment sur le marché actions, entre 22 jusqu'à 56%, historiquement parlant, c'est ce qu'on a pu voir. Si on a une baisse de 56% ou à peu près équivalent sur les marchés financiers, forcément, on risque d'avoir une baisse équivalente, enfin même plus significative en tout cas, sur les cryptos. Donc, il y a un peu ce scénario-là aujourd'hui, je trouve, qui prend beaucoup d'ampleur. Et c'est vrai que moi, j'ai beau croiser les informations, j'ai beau les croiser, je reste aujourd'hui toujours un peu dans ce scénario de me dire attention, oui, il y a beaucoup d'indicateurs qui nous disent qu'on est typiquement sous-évalué, qu'on est peut-être sur une reprise d'un bull run, et c'est peut-être le cas. Tu vois, on est peut-être sur la reprise d'un bull run, ou peut-être qu'on est encore sur un piège haussier, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les indicateurs au vert, on n'a pas des taux d'intérêt historiquement bas, on n'a pas une reprise du quantitative easing et de l'impression monétaire. On n'a pas l'open bar de la part de la Fed et tous les trucs qu'on a déjà évoqués ensemble. Et du coup, tu vois, ça t'amène des questions. Et du coup, moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, je me suis rendu compte avec l'expérience que maintenant, je recherche absolument plus à avoir raison. J'essaie de préparer tous les scénarios en termes de probabilité. Tu vois, j'essaie de me dire, bon, bah voilà, typiquement, si demain il y a un pivot de la Fed, en termes de probabilité, est-ce qu'il y a une probabilité importante? Est-ce qu'il y a une baisse? Oui, selon moi, oui. Bon, ok. Est-ce que j'ai des stablecoins de côté? Est-ce que j'ai de l'argent de côté au cas où cette baisse arrive? Oui. Si demain ça n'arrive pas, est-ce que j'ai quand même une allocation d'actifs qui me correspond pour une reprise potentielle d'un prochain bull run? Oui.
tu vois. Et du coup, je pense que c'est important de regarder ces schémas-là, ces différents schémas narratifs différents et de se dire, tiens, est-ce que celui-ci, j'y ai pensé? Est-ce que j'ai prévu ce scénario-là? Et si oui, qu'est-ce que j'ai mis en place pour me protéger de ça? Et je pense que ça, il faut le faire sur tout. Il faut éviter d'avoir raison et éviter de rentrer dans ce biais cognitif qu'on évoque ensemble dans cette vidéo, qui est celui vraiment du biais de confirmation. Parce que quand on va regarder, par exemple, pour le cas de la Fed, ce que j'ai évoqué avec le pivot, l'écrasante majorité des gens, aujourd'hui, la manière consensuelle de voir les choses, c'est ce que j'ai dit. C'est de dire, il va y avoir un crack, historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé, donc j'investis pas, j'attends que ça baisse. Et justement, il commence à y avoir un certain consensus justement par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on ne rentre pas dans finalement le scénario peu probable de la Fed qui expliquait qu'on serait sur du soft landing, donc le fait qu'en fait on n'aurait pas un crash? Ouais, ce serait peut-être un peu le signe noir du fait que oui, historiquement, à chaque fois qu'on a un pivot, on a eu un gros crack sur les marchés financiers et donc in fine peut-être sur la crypto. Peut-être que là, ça sera l'une des seules fois où ça ne serait pas le cas. Et est-ce qu'on a prévu ce genre de scénario, tu vois? Et je pense que du moment où on arrive à éviter de rentrer dans ce biais de confirmation, qu'on évite d'essayer d'avoir raison et qu'on part du principe qu'on peut aussi avoir tort, ça va vous éviter justement de vous entêter sur des prises de position comme celle qu'on a évoquée avec Peter Schiff, qui lui s'entête sur des prises de position, de se dire Bitcoin c'est de la merde, ça va se cracher, les cryptos ça repose sur rien, etc. etc. Et peut-être qu'à un moment donné il aura raison, tu vois, c'est absolument pas notre conviction là-dessus, mais peut-être qu'il aura raison. Et auquel cas, j'ai envie de dire chapeau à lui. Mais peut-être qu'il y a une éventualité aussi qu'il ait tort. Et est-ce qu'il a prévu cette éventualité qu'il ait tort? Et si cette éventualité, ça représente 0,01% en termes de probabilité pour lui, est-ce que son allocation d'actifs représente cette probabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, son allocation d'actifs représente, enfin, son allocation à Bitcoin représente 0,001% peut-être de la probabilité qu'il émet sur ce genre de scénario? Et c'est là où je ne suis pas convaincu. Et je pense que c'est là aussi où c'est important de peut-être aussi écouter ce que des personnes plus intelligentes que nous ont à dire et qui ne sont pas forcément dans l'écosystème crypto. On a parlé de Peter Schiff et c'est quelqu'un qui est absolument pas bête, qui a une vraie culture financière, une vraie culture économique, qui est multimillionnaire aujourd'hui, même si bon, il a fait plein d'erreurs. Et ce qu'il a fait connaître, je crois que c'est notamment par rapport à la crise de 2008 où voilà, c'est la crise des subprimes. Il disait attention, la crise il y a une crise, ça Ouais, va arriver, ça va arriver. Et mais donc c'est ça il a été surtout en connu fait. grâce à ça. Ouais, bah après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu peux avoir raison, mais tu sais pas quand c'est que tu auras raison parce que Peter Mm. Schiff fait partie voilà, des gros défenseurs de l'investissement dans l'or, parce qu'il va y avoir un crash monétaire planétaire, parce que Mike il va y Maloney, c'est avoir pareil. voilà, il faut partir à toute une lignée de personnes qui pensent voilà, que le système arrive à bout de souffle. Et c'est vrai qu'il y a des grosses tensions, il y a beaucoup d'inflation, il y a de l'impression monétaire, et historiquement, il faut faire un reset et il va forcément se passer quelque chose. Mais du coup, c'est des mecs voilà, qui avaient déjà et pour beaucoup, c'est vrai, anticiper la crise de 2008 parce qu'il dit là, il y a trop de liquidités, enfin, c'est n'importe quoi, il faut qu'il se passe quelque chose. Et du coup, crise de 2008, crise des subprimes, ils ont dit ben là, c'est bon, c'est le Great Reckoning, c'est la grande. Il va se passer des trucs de fou. Et au final, il y a eu ce qui s'est passé, on a imprimé plein d'argent et on continue. Et c'est des mecs qui attendent 2008, ça fait déjà 15 ans. Hein. Et du coup, ça fait 15 ans qu'ils disent il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Le Covid, ça y est, c'est parti. Impression monétaire, encore une fois, tu vois, et on ne sait pas ce qui peut passer. Donc, il y aura sûrement une forme de reset. Est-ce que c'est comme ils prévoient eux? On n'en sait rien. Et surtout, la période de temps, parce que si ça fait 15 ou 20 ans, tu dis le mois prochain, je vais avoir raison, le mois prochain, je vais avoir raison, le mois prochain, je vais avoir raison, j'ai toute ma net worth, tout mon investissement à 100% sur l'or, parce qu'il va se passer ça, parce qu'il va se passer ça. Mais peut-être que ça fait 15 ou 20 ans que tu loupes l'opportunité d'aller faire de l'argent dans notre secteur, tout simplement. Quoi. Donc, tu as peut-être raison sur le long terme. Le marché peut rester irrationnel longtemps. Le film The Big Short, c'était ça aussi. Hein. Des gars qui avaient vu la crise des subprimes, qui avaient shorté le marché et puis qui continuaient de voir leur position short leur faire perdre de l'argent énormément parce que le marché continuait d'augmenter jusqu'au moment où, en effet, ils ont eu raison et c'était plus soutenable et ça a baissé. Et là, ils ont gagné énormément d'argent. Mais c'est aussi accepter ça, c'est de se dire peut-être que moi, je vois les choses parce qu'au niveau économique, parce que j'ai des connaissances peut-être entre guillemets supérieures à la moyenne et ça fait peut-être 50 ans que je suis sur le marché, donc voilà. Mais derrière, il y a aussi le côté moutonnier, le fait que les gens vont rester peut-être irrationnels pendant un certain temps. Et tu vois, tu peux avoir tort, tu vois, comme Peter Schiff, il a eu raison en 2008 lorsqu'il a dit la crise des subprimes, mais il a eu raison là ici, pour combien de fois où il a eu tort, typiquement sur les cryptos. Donc tu peux avoir raison une fois et on va retenir la seule fois où tu as eu raison sur les 50 fois où tu as dit un peu n'importe quoi, tu vois. Et je pense qu'il faut arriver à faire la part des choses et d'essayer d'écouter ce que des gens peut-être plus intelligents que nous ont à dire et d'arriver à se dire, bon, bah, est-ce que ça, je le garde? Est-ce que je m'interroge dessus? Est-ce que j'ai compris ce qu'il a dit? Est-ce que je suis d'accord? Etc. etc. Mais d'avoir les deux visions. C'est un peu comme Warren Buffett, tu vois.
Warren Buffett, on ne peut pas lui enlever sa capacité à gagner de l'argent. Le mec, voilà, c'est le meilleur investisseur de tous les temps. Typiquement, depuis le début, il dit que le Bitcoin, c'est de la merde. Que pareil, Charlie Munger, il disait exactement la même chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non. Par contre, ils ont aussi des bons arguments qu'il faut arriver à écouter. Mais typiquement, Warren Buffett, ça faisait partie des personnes qui n'ont pas investi tôt sur la révolution, notamment Internet. Alors, il n'a pas subi les dot-com bubble, la bulle des années 2000. Ils ne l'ont pas subi. Néanmoins, par la suite, aujourd'hui, si tu regardes le portefeuille de Warren Buffett, la majorité, c'est sur des actions type Apple, Microsoft, etc., qui sont des boîtes qui sont nées en fait de l'innovation Internet. Donc oui, c'est quelqu'un qui a eu des résultats extraordinaires. Après, est-ce qu'on doit prendre les informations de Warren Buffett comme parole d'évangile, et notamment sur tout ce qui est lié aux nouvelles technologies? Je ne suis pas persuadé, parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà dit à plusieurs reprises et qui l'a démontré à plusieurs reprises, que lui, il n'investissait pas sur les nouvelles technologies parce que c'est des trucs de toute façon qu'il ne comprenait pas. Il a toujours investi sur des choses qu'il connaissait. Coca-Cola, voilà, ils vendent des boissons gazeuses, je connais leur business model, je sais comment ça marche, c'est bon, je peux investir dessus. Voilà. Je pense que c'est plus complexe dans la réalité, mais il faut arriver à faire la part des choses et de se dire que chaque personne aussi a des limites de connaissances, voit la vie d'une manière très spécifique à travers son expérience, à travers son prisme de vie, à travers peut-être aussi ses espérances de gain ou sa capacité à peut-être voir certaines technologies disparaître parce que ça pourrait mettre à mal certains de ses business. Voilà. Et une fois qu'on a compris tout ça et qu'on a compris que la vérité absolue n'existe pas, il faut trouver un équilibre et comment on applique ça à notre propre vie. Et je trouve que c'est le plus difficile aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on est, avec l'apogée des réseaux sociaux, YouTube, etc., etc. Je sais Ouais, pas si c'est tu ça, veux tu rebondir. as une grosse polarisation, ouais, pour peut-être finir sur un exemple. Et c'est vrai que tu as une grosse polarisation et c'est un petit peu. Et la crypto, c'est aussi ça, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit on est à fond dans un truc, soit on va complètement dénigrer. Et c'est vrai que du coup, entre quelqu'un qui va se dire super Bitcoin Maxi, moi je vais faire un DCA toute ma vie sur Bitcoin, je vais pas en vendre un seul parce que ça va devenir le machin, dans 10, 20 ans, ça sera la réserve machin, ou je le donnerai à mes petits-enfants, le Bitcoin que j'investis maintenant. Bah, c'est vraiment des gens qui font ça, qui font du DCA, qui disent je vendrai pas un Bitcoin, je les garderai à vie et tout parce que ça va devenir un truc de fou. Et d'autres qui disent j'investis pas parce que ça va aller à zéro. Je veux dire, à un moment, est-ce qu'il n'y a pas Il d'entre n'y a deux? pas un entre-deux, c'est clair. Est-ce que même, c'est vrai qu'on peut pas savoir ce qui va se passer sur le Bitcoin, est-ce qu'il n'y a pas un scénario dans lequel, bon, ben oui, tu te formes, tu investis, mais bon, tu as entendu un petit peu, tu vois le potentiel à long terme, tu vois aussi les contre-arguments, tu dis, ben oui, potentiellement, il peut se passer des trucs, il y a la régulation, il y a machin, les attaques 51, il y a plein de choses qui peuvent se passer, c'est que la spéculation, j'y crois pas. En attendant, est-ce que je peux pas m'y exposer un peu, mettre un peu de mon capital en fonction de vers où je pense, est-ce que j'en vais plus ou moins, mais récupérer de la plus-value, faire de l'argent, pourquoi pas réinvestir dans Bitcoin, pourquoi pas en sortir à côté de la plus-value, mais dans tous les cas, profiter des asymétries, profiter de ce nouveau marché qui sort, faire de la plus-value, et après, en fonction de ça, mais au moins, la plus-value, elle est faite, et on n'est pas soit dans la rhétorique de ça va aller à zéro, genre, du coup, je rentre pas, comme ça, je prends pas la patate chaude, et d'un autre côté, où c'est je vais le garder à vie et j'en profite pas du tout parce que c'est mes petits-enfants qui en profitera. Et il y a peut-être un entre-deux et se dire, ben oui, d'accord, j'entends les deux arguments. En attendant, il y a des cycles. En attendant, c'est une opportunité qui est quand même assez exceptionnelle. Est-ce que je pourrais pas en profiter intelligemment en fonction de ces arguments et à y arriver quand même à faire un petit peu d'argent et en mettre de côté, tout simplement. Voilà. Et Non, c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord voilà. avec ça. Et je pense que ça sera un bon mot pour terminer cette vidéo. Je vous mets dans la description encore plusieurs liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien de ma seconde chaîne qui s'appelle Éternel étudiant, dans lequel je parle de tout ce qui est finances personnelles, investissement, entrepreneuriat, très complémentaire de ce qu'on présente ici sur cette chaîne YouTube. Pour tous ceux qui veulent plutôt se faire accompagner dans l'investissement crypto, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous. Donc, vous cliquez dans la description, vous allez sélectionner un horaire qui va vous correspondre. Et puis derrière, vous aurez un petit questionnaire pour préparer cet échange qu'on pourrait avoir ensemble. Et enfin, ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, on vous met un programme de formation offert de plusieurs heures qu'on a développé avec Nickel pour vous permettre d'investir intelligemment, on va dire, dans le domaine des cryptos. Donc, tous les liens sont dans la description de la vidéo. On vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.